Imaginez que vous grandissiez à Hollywood avec l'un des noms les plus puissants du cinéma, mais que vous soyez exclu de toutes les opportunités qu'il aurait pu vous offrir. C'est la réalité à laquelle Scott Eastwood a été confronté. Pendant des années, il a auditionné pour presque tous les films de son père. Et à chaque fois, c'est le rejet. Même lorsque Clint Eastwood a réalisé American Sniper, un projet qui est devenu l'un de ses plus grands succès critiques et commerciaux, Scott n'a pas été appelé. Pendant que Clint collectionnait les Oscars, son propre fils garait des voitures et préparait des boissons pour payer son loyer. En fait, le métier de barman lui rapportait plus que le métier d'acteur. À 35 ans, Scott était tellement abattu par Hollywood qu'il a sérieusement envisagé de tout abandonner pour devenir pompier. Mais la partie la plus choquante de son histoire n'est pas l'échec de sa carrière. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a enfin fait face à l'homme qui a assombri toute sa vie, son père Clint Eastwood. Pour comprendre ce point de rupture, il faut revenir au début. Le 21 mars 1986. Scott Clinton Reeves est né à Monterey en Californie. Son arrivée n'a pas fait la une des magazines. En fait, son père ne l'a même pas reconnu ouvertement. À l'époque, Clint Eastwood était déjà une icône hollywoodienne réalisant et jouant dans des films à succès tels que Pale Rider et jouissant d'une grande notoriété sur les tapis rouges. Mais tandis que sa carrière montait en flèche, sa vie privée était entourée de secrets. La mère de Scott, Jocelyn Reeves, était une hôtesse de l'air qui a rencontré Clint lors d'un de ses nombreux voyages au milieu des années 1980. Ce qui n'était au départ qu'un flirt s'est transformé en une liaison cachée qui a duré au moins 3 ans. Le hic, à la même époque, Clint vivait publiquement avec l'actrice Sondra Locke. Cette dernière croyait qu'ils étaient exclusifs et qu'ils construisaient leur vie ensemble. Elle ne se doutait pas que Clint gardait une autre famille dans l'ombre. À la naissance de Scott, le scandale a été enterré sous une fine couche de silence. Son acte de naissance ne portait pas le nom d'Eastwood. Il s'appelait simplement Scott Clinton Reeves. Sa sœur cadette Catherine est née 2 ans plus tard, en 1988. À ce moment-là, la vérité ne pouvait plus être cachée, mais Clint refusait toujours de la reconnaître publiquement. Alors que Clint gagnait 15 millions de dollars par film, l'enfance de Scott était loin d'être glamour. Il a grandi à Carmel-by-the-Sea, la ville dont son père avait été maire, mais sa vie était loin d'être privilégiée. Élevé par sa mère, Scott a vécu dans une relative obscurité loin du luxe et de la reconnaissance liée au nom d'Eastwood. À l'âge de 10 ans, Jocelyn a déménagé la famille à Hawaï, et le monde de Scott s'est encore éloigné d'Hollywood. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car un jour, Scott Eastwood est sorti de l'ombre. Et ce qui s'est passé lorsqu'il s'est enfin opposé à Clint a choqué tout le monde. Ce n'était pas seulement un changement de décor. Il s'agissait d'une tentative de mettre des milliers de kilomètres entre Scott et les projecteurs d'Eastwood. Là-bas, dans un environnement modeste, Scott a vécu une vie que ses camarades de classe n'ont jamais remise en question. Il ne savait pas qu'il avait un père hollywoodien. Et Clint, la plupart du temps, restait hors de vue et hors de portée. Tandis que Clint augmentait sa fortune avec des films à succès et de nouvelles propriétés, Scott se débrouillait avec le salaire d'hôtesse de l'air de Jocelyn. Adolescent, il a travaillé dans le secteur de la construction. Il était serveur. Lorsqu'il est entré à l'université Loyola Marymount, ce n'était pas avec l'aide d'un fonds d'affectation spéciale. Il a payé de sa personne. Tout en préparant un diplôme en communication, il prend des cours de théâtre, auditionne pour des petits rôles et continue d'utiliser son nom de naissance, Scott Reeves. Il ne voulait pas de traitement de faveur. Il ne voulait pas de l'aide de Clint. Mais le refus est venu quand même. Scott a admis plus tard qu'il avait auditionné pour presque tous les films de son père et qu'il avait été refusé à chaque fois. Clint a refusé de l'aider. Il n'a même pas confié de rôle majeur à Scott, même lorsqu'il a réalisé American Sniper. Un film qui a rapporté plus de 547 millions de dollars et obtenu 6 nominations aux Oscars. Scott ne voulait qu'une seule chance. Il ne l'a pas eue. La philosophie de Clint était simple. Pas d'aumône, pas de faveur. Vous le gagnez vous-même. Cela peut sembler admirable, mais pour Scott, cela signifiait des années à travailler sur des films à petit budget, à garer des voitures et à construire des maisons pendant que son père gagnait des Oscars. Ses premiers rôles étaient presque invisibles. Dans Flags of Our Fathers,
2006, réalisé par Clint Scott, tient un tout petit rôle, celui du soldat Roberto Lunsford. Il était crédité sous le nom de Scott Reeves. Personne ne savait qu'il était le fils de Clint. C'est ce qu'il voulait. Mais le prix à payer était élevé. Il a manqué l'attention, les gros titres, l'élan. Dans des films comme Pride et Players 5150, il s'est perdu dans le générique. Il ne s'agissait pas seulement de films indépendants. Certains sont allés directement dans vidéo. D'autres n'ont été diffusés que dans une poignée de salles. Il était coincé dans un no man's land professionnel, travaillant dur mais n'arrivant à rien. Sa situation familiale n'était pas plus facile. Clint Eastwood a eu 8 enfants avec 6 femmes différentes. Scott n'était qu'une pièce du puzzle. Parmi ses demi-frères et sœurs, il y avait Laurie, née en 1954 et donnée en adoption. Kimber, née en 1964 d'une cascadeuse. Kyle et Allison, nés pendant le mariage de Clint avec Maggie Johnson. Francesca, née en 1993 de l'actrice Frances Fisher. Et Morgan, née en 1996 de la présentatrice Dina Ruiz. Certains de ces enfants ont grandi dans la richesse. D'autres, comme Scott et Catherine, n'ont pas connu cette situation. Certains ne se sont pas rencontrés avant l'âge adulte. Les réunions de famille étaient gênantes. Le ressentiment couvait sous la surface. Pendant son adolescence à Hawaï, Scott a eu du mal à s'en sortir. Il s'est mis en scène. Il a été suspendu pour s'être battu. Il avait ce qu'il a appelé plus tard des problèmes de colère. Il savait qui était son père, mais ne pouvait pas en parler. Il ne pouvait pas demander pourquoi il était absent. Ne pouvait expliquer à personne pourquoi il se sentait à la fois important et invisible. Lorsqu'ils sont retournés en Californie en 2000, il s'est inscrit au lycée Carmel. Peu à peu, la vérité commence à se faire jour. Certains camarades de classe le traitaient comme un roi. D'autres se moquent de lui. Il envisage de garder le nom de Reeves pour toujours, juste pour échapper aux comparaisons. À l'université, il a fini de se cacher. Mais il refuse toujours de s'en remettre au pouvoir de Clint. Il a demandé une aide financière. Il a travaillé de longues heures. Il a passé des auditions pour des rôles qui ne lui rapportaient presque rien. Et puis quelque chose a commencé à changer. En 2009, Scott a décroché un rôle dans Invictus. Il s'agissait d'un autre film de Clint Eastwood, mais cette fois Scott utilisait son vrai nom de famille. Le film parlait de faire ses preuves sous la pression. Il s'agissait de se battre pour être pris au sérieux. Et c'est exactement ce que faisait Scott. À tout juste 26 ans, Scott Eastwood a pris un risque énorme. Il a signé un contrat pour non pas 1 mais 3 films d'horreur. Son rôle dans Texas Chainsaw 3D l'aurait enfermé dans une trilogie. Et personne ne connaissait son vrai nom. Il se faisait encore appeler Scott Reeves pour éviter d'être étiqueté comme le fils de Clint Eastwood. Le tournage a eu lieu à Shreveport, en Louisiane, en août 2011. Scott n'avait même pas vu l'original de Massacre à la tronçonneuse. La seule version qu'il avait regardée était le remake de Jessica Biel. Et pourtant, il s'est lancé dans l'une des franchises les plus emblématiques de l'horreur. Ce film est devenu le 7e volet et a été présenté comme la suite directe du film original de 1974. C'est alors qu'un tournant décisif s'est produit. 1 an plus tard, en 2014, Scott a participé à Fury, un film sur la Seconde Guerre mondiale, avec Brad Pitt. Il ne s'agissait pas d'un simple rôle secondaire. Il jouait le sergent Miles, le nouveau soldat de l'équipage du char. Les acteurs ont remporté le prix du meilleur ensemble décerné par le National Board of Review. Eastwood, qui tente toujours de prouver qu'il ne se repose pas sur un nom de famille célèbre, se tient désormais aux côtés de Pete Shia LaBeouf et John Bernthal. Il s'agissait d'une reconnaissance officielle de l'industrie, et ce n'était pas seulement pour se présenter. Scott a dû suivre un entraînement militaire intensif et piloter de véritables chars Sherman des années 1940. C'était un travail brut physique et émotionnel, mais cela a porté ses fruits. Pour la première fois, les critiques ont commencé à le considérer comme un véritable acteur et pas seulement comme le fils de Clint. 1 an plus tard, en 2015, Scott a fait un autre saut inattendu. Cette fois, c'est dans la romance. Il a joué dans The Longest Ride, un film de Nicholas Sparks, dans lequel il incarne un cavalier de taureau qui tombe amoureux. C'était du Sparks classique, une combustion lente de grandes émotions,
et des choix impossibles. Mais il y a quelque chose d'extravagant. Scott a fait ses propres cascades d'équitation. C'était au cours d'une année remplie de stars de Marvel et de grands films à succès. Malgré tout, Scott s'est imposé. Il a même été nommé pour le prix Choice Movie Breakout Star. Les studios le voient désormais différemment. Et juste au moment où les gens pensaient que l'avoir cerné, Scott a de nouveau surpris tout le monde. La même année, il apparaît dans le clip vidéo Wildest Dreams de Taylor Swift. Il ne s'agit pas d'un simple caméo, mais de l'intérêt romantique principal dans un film africain, dans le film qui se déroule dans les années 1950. Réalisé par Joseph Kahn, cette vidéo est l'une des plus sensuelles et des plus cinématographiques de Swift. Les scènes torrides étaient inattendues, tout comme les réactions. Les gens de l'industrie lui ont conseillé de ne pas le faire. Ils lui ont dit que cela pourrait nuire à sa crédibilité en tant qu'acteur sérieux. Mais Scott s'est quand même lancé. La vidéo a été lancée lors du pré-show des MTV VMAs, le 31 août 2015, et a été visionnée des millions de fois en l'espace de quelques heures. Elle était également accompagnée d'un rebondissement. Tous les bénéfices ont été reversés à la conservation des animaux sauvages. De son côté, Scott Eastwood a gardé un secret déchirant pendant près de 3 ans. En 2017, lors d'une interview avec GQ Australia, il a finalement révélé la vérité. En 2014, sa petite amie Jewel Brangman est décédée dans un accident de voiture. Elle n'avait que 26 ans et l'accident n'était pas grave. C'était le genre d'accident que la plupart des gens évitent. Mais ce n'est pas le cas de Jewel. Elle est morte sur le coup et Scott n'en a jamais parlé. Pas au public, ni même à sa famille. Il est resté silencieux. Jusqu'à cette interview. Jewel roulait de San Diego à Los Angeles dans une Honda Civic 2001 qu'elle avait louée. En chemin, elle a légèrement embouti un autre véhicule dans une petite collision en chaîne. Rien n'a semblé mortel. Aucune autre personne impliquée n'a été grièvement blessée, mais la voiture de Jewel cachait un dangereux secret. L'airbag à l'intérieur avait été rappelé en 2009 et la société de location ne l'a jamais réparé. Lorsque l'airbag s'est déployé, il ne l'a pas sauvée. Il l'a tuée. Les produits chimiques contenus dans l'airbag étaient devenus instables. La boîte métallique explose. Un éclat d'obus a traversé son cou. Scott a dit que c'était si violent que sa colonne vertébrale s'est brisée. C'est la seule blessure. Un morceau de métal volant lui a coûté la vie. L'airbag provenait de Takata. Leurs airbags ont été retrouvés dans 24 millions de voitures aux États-Unis. Il s'agit du plus grand rappel automobile de l'histoire des États-Unis. Mais pour Jewel, ce rappel est arrivé trop tard. Elle a fait partie des retombées. Son père Alexander Brangman est effondré. Il avait traversé le pays pour se rapprocher de sa fille. Elle était son unique enfant. Elle était sa meilleure amie. La dernière carte de fête des pères qu'elle lui a offerte disait qu'elle serait toujours sa petite fille. 3 mois plus tard, elle était partie. Scott était dévasté. Il a dit qu'il avait déjà perdu des amis, mais jamais quelqu'un qu'il aimait comme ça. Il n'avait jamais été confronté à la perte d'un partenaire. Cela l'a changé. Il a dit qu'il était plus difficile de sortir avec quelqu'un. Il était plus difficile de faire confiance aux gens. Pendant des années, il n'en a même pas parlé au père de Jewel. En 2017, il a admis « Je n'ai toujours pas trouvé les mots justes ». Le père de Jewel avait supplié pour obtenir des réponses. Il voulait que le monde sache à quel point elle était aimée. Mais Scott est resté silencieux. Et quand il a finalement parlé, c'était clair. Il n'était pas guéri. Il était encore brisé. La douleur de Scott n'était pas seulement due à l'accident. C'est à cause de ce qu'il n'a pas fait. Il n'a jamais tendu la main. Il n'a jamais appelé. Il portait cette culpabilité. Et lorsqu'il s'est enfin ouvert, ce n'était pas seulement à cause du chagrin. Il s'agissait de la honte, la culpabilité du survivant, la peur, la paralysie émotionnelle. Il ne savait pas comment faire face à un père qui avait tout perdu. Mais avant tout cela, avant le chagrin, Scott Eastwood avait un autre type de mentor, Paul Walker. La star de Fast and Furious n'était pas seulement un collègue de travail. C'était un ami, un guide, un grand frère. Et il a initié Scott à quelque chose qui l'aiderait plus tard à survivre émotionnellement.
Le jiu-jitsu brésilien. Paul a amené Scott à pratiquer le sport vers 2007. Pour Paul, il ne s'agissait pas seulement d'un exercice, c'était un mode de vie. Il s'est entraîné sous la direction de grands noms comme Ricardo Pranguinha Miller et Ron Chiraki. Il a même transformé une partie de sa maison d'Hawaï en centre d'entraînement. C'est dire s'il aimait cela. Paul était déjà ceinture marron lorsqu'il est décédé en 2013. Il avait prévu d'obtenir sa ceinture noire prochainement. Il ne l'a jamais obtenue, mais 2 semaines après sa mort, ses instructeurs le lui ont remis à titre posthume. Scott a pris le don de Paul au sérieux. Il ne s'entraînait pas par hasard, il l'a accepté. Il a dit que cela lui avait appris à contrôler son ego, à rester humble et à gérer la douleur tant physique qu'émotionnelle. Vous allez étouffer certaines personnes, a-t-il dit, et certains vous étoufferont peu importe qui vous êtes. Telle était la leçon. Aucune célébrité, aucun muscle, aucun nom de famille hollywoodien ne peut vous protéger sur le tapis. Il fallait mériter chaque centimètre carré. Pour quelqu'un comme Scott, qui a grandi dans l'ombre de Clint Eastwood, c'était essentiel. Il avait besoin de quelque chose qui le débarrasse de ses attentes. C'est ce qu'a fait le jiu-jitsu. Il lui a appris à respecter ses limites. Il lui a donné un espace pour échouer en toute sécurité. C'est devenu une partie de son identité. Joe Rogan a expliqué un jour pourquoi le jiu-jitsu est si puissant pour les hommes. Il a expliqué que le jiu-jitsu leur permettait d'évacuer les émotions accumulées, d'arrêter de faire semblant d'affronter la peur et la colère sans violence. Il vous rend humble. Il vous calme. C'est exactement ce qu'il a fait pour Scott. Après la mort de Joel, le jiu-jitsu n'était plus seulement un exercice. Il est devenu une thérapie. Scott dit que cela l'a aidé à garder les pieds sur terre, à continuer à avancer. Il s'entraînait régulièrement, se présentait même lorsqu'il n'en avait pas envie. Cette discipline lui a donné de la force non seulement pour son corps, mais aussi pour son esprit. D'une manière étrange, Paul Walker a sauvé Scott Eastwood à 2 reprises. Une fois en l'initiant au sport, et une autre fois en lui donnant les outils pour survivre après Joel. La mort de Paul a été une tragédie, mais son impact a perduré. Scott a porté cela avec lui. Chaque fois qu'il a posé le pied sur le tapis, il a honoré son ami. Chaque fois qu'il s'est relevé, il a honoré Joel. Scott Eastwood ne voulait pas être un acteur de plus sur l'héritage de son père. Il voulait tracer sa propre voie. Cette voie s'est ouverte en 2017, lorsqu'il a rejoint l'une des plus grandes franchises au monde, The Fast and the Furious. Il y incarne un agent gouvernemental au costume, affûté, appelé Little Nobody. Le rôle a été écrit pour combler le vide laissé par Paul Walker. Eastwood n'a pas essayé de le copier. Au lieu de cela, il a apporté son charme, son esprit et son acier. Le personnage avait le même sens de l'honneur, aimait les voitures rapides et se heurtait à l'équipage juste assez pour se faire respecter. Avec plus de 6 milliards de dollars déjà gagnés dans le monde entier, la franchise a donné à Eastwood une visibilité mondiale instantanée. Et ce n'était pas qu'un simple caméo. Il a participé à la traque de Cypher, la méchante incarnée par Charlize Theron, prouvant ainsi qu'il pouvait s'occuper de grandes actions et de grandes stars. Mais ce n'était pas un cas isolé. En 2018, Eastwood a fait encore plus fort. Il a co-dirigé Pacific Rim Uprising, prenant la relève du film original. Le film contenait des robots, des monstres, des explosions, et Eastwood était au cœur de l'action. Bien que les critiques n'aient pas été très enthousiastes, le film a tout de même rapporté 291 millions de dollars. Quant à Eastwood, il est resté debout, malgré les écrans verts, les images de synthèse et les cascades. C'était un test pour savoir s'il pouvait porter une superproduction mondiale, et il n'a pas craqué. Puis en 2019, il a changé de vitesse. L'avant-poste n'était ni bruyant ni tape à l'œil. Il était brut, intense et douloureusement réel. Eastwood a joué le rôle d'un soldat pris au piège dans l'une des batailles les plus dangereuses de la guerre d'Afghanistan. Ce n'était pas une fantaisie héroïque. C'était désordonné, terrifiant et émouvant. Les critiques ont adoré. Rotten Tomatoes lui a attribué une note de 93%. Les vétérans ont dit que le film semblait réel. Un critique a même déclaré qu'Eastwood ressemblait exactement au jeune Clint,
lorsqu'il marmonnait la réplique « Non, pas aujourd'hui ». Cette fois, il n'a pas seulement prouvé qu'il pouvait se battre, il a prouvé qu'il savait jouer la comédie. En 2023, il est de retour dans Fast X. Il avait manqué aux fans dans F9, mais il est revenu en force. Avec le départ de Mr. Nobody parti, Little Nobody a pris le relais. Le casting était bien garni. Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson. Mais Eastwood a tenu bon. Le film a préparé les histoires futures, laissant entendre que le personnage d'Eastwood deviendrait encore plus important. Dans une franchise qui se réinvente constamment, il est resté pertinent et précieux. En 2025, il a fait son plus grand saut. Alarum n'est pas un simple film d'action. Il s'agissait d'un affrontement de 95 minutes avec Sylvester Stallone. Réalisé par Michael Polish et distribué par Lionsgate, l'histoire suit deux anciens espions qui tentent de vivre en paix. Un accident d'avion, un mystérieux disque dur et une course-poursuite mortelle les replongent dans le chaos. Stallone a apporté le courage. Eastwood a apporté le feu. Le réalisateur a déclaré que les regarder ensemble était comme une classe de maîtres. Et Eastwood ne s'est pas contenté de survivre à la scène. Il a fait jeu égal avec Stallone. Ce n'était pas qu'un film. On avait l'impression que le flambeau était passé d'une génération de légendes de l'action à la suivante. Pendant que les caméras tournaient, Eastwood construisait quelque chose d'autre. Fabriqué ici. Lancé avec l'entrepreneur Dan Chapin en 2019, il ne s'agissait pas d'une simple marque de vêtements pour célébrités. Il s'agissait d'une mission patriotique. Eastwood pensait que la fabrication américaine devait encore signifier quelque chose. Leur entreprise a commencé par des produits de base. T-shirts, chaussettes, caleçons, tous fabriqués aux États-Unis. Dans des usines américaines. Pas de sous-traitance, pas de bas prix, de vraies mains américaines derrière chaque fil. Il a dit que ce sont les gens qui travaillent dur dans tout le pays qui rendent notre marque possible. Et il était sincère. Eastwood n'était pas seulement un porte-parole. Chapin et lui ont mis la main à la pâte, jusqu'à la coupe de chaque chemise. L'idée était simple mais audacieuse. Fabriquer des articles de tous les jours de grande qualité et raconter l'histoire des travailleurs qui les ont fabriqués. Chaque produit était un symbole. La preuve que l'industrie manufacturière américaine n'était pas morte. Il fallait juste que quelqu'un y croie à nouveau. La marque a été lancée en douceur en septembre 2019 et son site web offrait des réductions anticipées aux sympathisants. Mais en coulisses, cela n'a pas été facile. Ils ont dû revoir les dessins, affiner les matériaux et trouver des fournisseurs qui partageaient leur vision. La plupart de ces produits étaient généralement fabriqués à l'étranger. Eastwood était déterminée à prouver qu'elle pouvait faire mieux chez elle. Il ne s'agissait pas de suivre les tendances de la mode. C'était une question de fierté. Chaque produit était accompagné d'une histoire. Il ne s'agit pas d'un simple label. Il a montré ce que l'Amérique pouvait encore créer, si quelqu'un était prêt à prendre le risque. Mais Made Here ne s'arrêtait pas aux vêtements. La vision était beaucoup plus large. Selon M. Eastwood, la ligne actuelle n'est qu'un début. Il souhaitait s'étendre à de nouvelles catégories. Toujours fabriquées en Amérique. Toujours axé sur la fierté des travailleurs. Il ne voulait pas vendre des produits. Il voulait changer la façon dont les gens envisagent de les acheter. C'était un mouvement, soutenu par de vraies valeurs. Scott Eastwood n'a pas eu une enfance normale. Pas quand votre père est Clint Eastwood. Pas quand le monde connaît déjà votre nom de famille avant que vous ne compreniez ce qu'il signifie. Le moment le plus intense entre eux s'est produit lorsque Scott n'avait que 16 ans. Il a fait une terrible erreur. Il a emmené sa sœur de 14 ans à une fête. Il l'a laissée seule. Il ne pensait pas que c'était grave. Peut-être qu'il voulait juste sortir et boire une bière avec ses amis. Mais quand Clint l'a découvert, il ne s'est pas retenu. Il a attrapé Scott. Il l'a plaqué contre le mur et lui a donné un coup de poing au visage. Ce n'était pas un sermon, ce n'était pas un avertissement. C'était une violente leçon. Clint l'a attrapé par la gorge et n'a dit qu'une chose. On ne laisse jamais sa sœur à une fête. Jamais. Ce moment est resté à jamais gravé dans la mémoire de Scott. Clint Eastwood venait d'une autre époque. Une époque où l'éducation était synonyme d'amour vache. Scott a dit plus tard que son père ne croyait pas aux conneries parentales du nouvel âge. Dans leur maison, tu faisais quelque chose de mal. Tu étais puni.
C'est ainsi que cela a fonctionné. Il n'y avait pas d'aumône. Lorsque Scott a demandé 8 000 $ pour acheter un camion, Clint n'a même pas réfléchi. Il a simplement dit non. Scott avait un travail. Il gagnait de l'argent. Cela suffit. Il devait découvrir le reste par lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Clint lui a appris bien plus que la survie. Il lui a appris à arriver à l'heure. Comment travailler dur. Comment prendre la vie au sérieux. Scott dit que c'est de là que lui est venue sa mentalité d'arnaqueur. S'il voulait quelque chose, il devait le mériter. L'une des plus grandes décisions de la carrière de Scott a été prise en 2022 lorsque Warner Brothers lui a proposé un contrat pour 3 films. Ce contrat incluait un rôle dans Suicide Squad. C'était le genre d'offre dont rêvent la plupart des acteurs. Beaucoup d'argent, une grande visibilité, mais Scott ne se sentait pas à l'aise. Il n'aimait pas le contrat. Il a dit à son père qu'il ne voulait pas me payer vraiment et qu'il n'y avait pas de scénario pour le prochain film. Clint n'a pas essayé de le pousser. Il a juste dit si c'est bien, fais-le. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. C'est tout. Pas de pression, pas de grand discours, juste l'instinct. Et Scott s'est retiré de l'affaire. Ce moment a montré quelque chose d'important. Clint n'était pas seulement un père. Il était un mentor. Il a enseigné à Scott que le choix d'une carrière devait être fondé sur le respect et l'instinct, pas seulement la célébrité ou l'argent. Mais leur relation ne s'est pas seulement construite sur des leçons ou des disputes. Elle s'est aussi construite sur des histoires. Aujourd'hui, âgé de 94 ans, Clint est l'une des dernières légendes vivantes du vieil Hollywood. Scott le sait. Il essaie de lui soutirer le plus d'histoires possible. Parfois, elles sont folles. Des histoires sur Frank Sinatra ou sur de vieux décors de cinéma. Des histoires qui semblent appartenir à un musée. Clint ne les raconte pas souvent. Alors quand il le fait, Scott l'écoute attentivement. « Tu ne seras pas toujours là », a-t-il dit un jour à son père. Et il le pensait. Scott se souvient d'avoir été sur le tournage de Space Cowboys lorsqu'il était enfant. Il se souvient de Clint pilotant un hélicoptère le long de la côte californienne, lui assis sur le siège à côté de lui. Parfois, Clint le laissait même tenir les commandes. Des moments comme celui-là n'étaient pas seulement cool. Ils ont permis à Scott de voir le genre d'homme que son père était vraiment. Concentré, sans peur, et complètement en charge de son monde. Aujourd'hui, Scott construit son propre monde. Son prochain grand film, Regretting You, est basé sur un roman à succès de Colin Hoover. La sortie en salle est prévue pour le 24 octobre 2025. La distribution est pléthorique. Allison Williams, Dave Franco, McKenna Grace. L'histoire est émouvante. Un accident de voiture détruit une famille et dévoile des décennies de secrets. Hoover elle-même est productrice exécutive. Scott sait à quel point la base de fans de Hoover est puissante. Il se lance dans un monde qui pourrait exploser si le film est un succès. Mais il ne s'arrête pas là. Dans Stolen Girl, il joue le rôle de Robson, un homme qui aide à retrouver une enfant disparue, emmenée au Moyen-Orient. Ce film est basé sur l'histoire vraie de Maureen Daba. Kate Beckinsale joue le rôle de la mère. Le film est tourné en Italie et plonge dans les trahisons internationales, les zones de guerre et l'amour parental qui n'abandonnent jamais. C'est graveleux, c'est déchirant et c'est très réel. Il tourne également Lucky Strike, un film sur la Seconde Guerre mondiale qui se déroule pendant la bataille des Ardennes. Le réalisateur est Rod Lurie, le même homme que pour The Outpost. L'histoire est personnelle. Elle est basée sur un entretien réel que l'auteur a eu avec un ancien combattant alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est une histoire de survie racontée à travers les yeux d'un soldat. Colin Hanks et Anjanew Ellis-Taylor y jouent également. Le tournage débutera en Bulgarie en novembre. Et puis il y a Wind River, le chapitre suivant. Il s'agit de la suite du succès de 2017. Scott rejoint un casting puissant qui comprend notamment Martin Sensmeyer et Jason Clarke. L'histoire suit une série de meurtres rituels dans une réserve amérindienne. Scott joue le rôle d'un traqueur de poissons et d'animaux sauvages chargé d'aider le FBI. C'est sombre, c'est complexe. Il s'intéresse à la politique tribale, à la justice et à la survie dans la nature sauvage américaine. Le tournage est terminé. Mais la sortie du film reste un point d'interrogation. Scott Eastwood a dit un jour que travailler à Hollywood, c'était comme être coincé dans un cirque. Il ne plaisantait pas.
Dans une interview datant de 2022, il s'est ouvert sur la façon dont l'industrie l'avait brûlé à maintes reprises. Il avait alors 35 ans et se demandait déjà si cela valait la peine de rester sur le long terme. « J'ai été grillé plusieurs fois, dit-il. Je ne sais pas si je veux faire cela jusqu'à la quarantaine. Ce n'étaient pas que des mots. Ses premières années ont été tout sauf glamour. Il a vécu à Los Angeles et à San Diego, jonglant avec des emplois dans la construction, le barman et le stationnement de voitures pour survivre. Il gagnait entre 30 € et 40 $ par an. Chose choquante, il gagnait plus en mixant des boissons qu'en jouant la comédie. À certains moments, il a failli abandonner. Il a même envisagé de devenir pompier. Ce n'était pas qu'une idée en l'air, c'était un véritable plan de secours. La charge émotionnelle liée à la recherche de rôles combinée à l'imprévisibilité du métier a pesé lourdement sur lui. Aujourd'hui, à l'approche de la trentaine, il ne pense plus seulement au cinéma. Il n'a pas encore de famille, mais il en veut une. Et il est très inquiet de savoir à quoi ressemblerait cette vie, en particulier l'idée d'être constamment éloigné de ses enfants pour continuer à travailler dans une entreprise instable. Alors qu'Hollywood l'a épuisé, quelque chose d'inattendu lui a permis de garder les pieds sur terre. Le jiu-jitsu brésilien. Il s'y est mis grâce à son ami Paul Walker. Ils se sont rencontrés il y a plus de 10 ans, et Walker l'a initié à ce sport 6 ou 8 ans, avant son décès tragique. Paul était obsédé par ce sport. Il avait des tapis dans sa maison à Hawaï, ce qui lui permettait de s'entraîner à tout moment. Cette influence a marqué Eastwood. Il a commencé à s'entraîner sérieusement, et cela l'a changé. Il en a parlé sur le podcast de Joe Rogan, qualifiant le jiu-jitsu d'ultime leçon d'humilité. Dans un endroit comme Hollywood, où tout le monde recherche le statut et la validation se rouler sur le tapis, lui a rappelé que l'ego ne signifie rien. Vous allez étouffer certaines personnes. Les gens vont vous étouffer, a-t-il dit. C'est simple, c'est honnête. Et cela brise l'illusion que vous êtes spécial. Cet état d'esprit, ce calme, cette confrontation à la réalité. Selon lui, c'est la raison pour laquelle les meilleurs pratiquants de jiu-jitsu sont les personnes les plus terre-à-terre qu'il ait jamais rencontrées.